La guerre qui a commencé à la fin février 2026 avec l'Iran d'un côté et Israël et les États-Unis de l'autre a peut-être été un choc pour beaucoup. Mais elle n'est pas apparue soudainement, elle est le résultat de nombreuses années de tensions, de méfiance et de conflits au Moyen-Orient. Les relations entre l'Iran et Israël étaient hostiles depuis des décennies, et les États-Unis sont depuis longtemps impliqués dans la région en tant que puissance militaire et politique. Et au milieu des années 2020, ces tensions avaient atteint un point où de nombreux observateurs pensaient qu'une guerre plus vaste devenait de plus en plus probable. L'un des enjeux centraux derrière le conflit grandissant était le programme nucléaire de l'Iran. L'Iran affirmait que ses activités nucléaires étaient destinées à un usage civil, comme l'énergie et la recherche scientifique. Cependant, Israël et plusieurs gouvernements occidentaux soutenaient que le programme pourrait permettre à l'Iran de fabriquer des armes nucléaires. Israël en particulier considérait la possibilité d'un Iran doté de l'arme nucléaire comme une menace directe pour sa sécurité, et a déclaré à plusieurs reprises qu'il n'autoriserait pas l'Iran à développer de telles armes. Des tentatives diplomatiques pour résoudre ce différend avaient eu lieu pendant des années et des accords avaient été conclus puis abandonnés par la suite, les négociations échouant souvent sur les sanctions, les questions de sécurité régionale et la vérification des règles. Parallèlement, le conflit entre l'Iran et Israël se déroulait de plus en plus par des moyens indirects, plutôt que par une guerre ouverte. Cela comprenait des cyberattaques, des opérations de renseignement et des frappes contre des installations liées au programme nucléaire et militaire de l'Iran. La rivalité s'était également manifestée à travers des groupes alliés dans d'autres pays. L'Iran avait tissé des liens solides avec plusieurs organisations armées au Moyen-Orient, notamment le Hezbollah au Liban et un certain nombre de milices en Irak et en Syrie. Ces groupes étaient souvent décrits par l'Iran comme des partenaires dans une alliance régionale, tandis qu'Israël et les États-Unis les considéraient comme des proxys iraniens qui étendaient l'influence de Téhéran à travers la région. Depuis un certain temps, Israël menait des opérations militaires contre des cibles liées à l'Iran en Syrie et dans d'autres endroits. Et il y a eu des échanges de tirs de roquettes et d'attaques de drones entre Israël et des groupes associés à l'Iran, les deux camps s'accusant mutuellement de se préparer à une confrontation plus large. En Iran, le gouvernement fait face à des pressions économiques, aggravées par les sanctions internationales. Ces sanctions ont été mises en place par plusieurs pays en raison du programme nucléaire de l'Iran et de ses activités dans la région. En conséquence, l'économie iranienne a souffert, entraînant des périodes de protestation et de tensions politiques dans le pays. Au début de l'année 2026, le Moyen-Orient se trouvait déjà dans une situation sécuritaire fragile et instable. Les forces militaires de la région étaient en état d'alerte maximale, et les gouvernements du monde entier surveillaient de près l'affrontement entre l'Iran, Israël et les États-Unis. Alors, peut-être que les événements qui ont suivi étaient effectivement inévitables. Bienvenue dans Wars of the World. Le 28 février, suite à la directive du président Trump, les États-Unis et Israël ont lancé des attaques coordonnées contre plusieurs sites en Iran. Cette campagne a été appelée Opération Lion rugissant par Israël et Opération Fureur épique par les États-Unis. Les frappes aériennes ont commencé un samedi vers 9h45 du matin, considéré comme le premier jour de la semaine de travail. En Iran, les principaux objectifs étaient de cibler les bases de missiles iraniennes, les centres de commandement militaire, les bâtiments gouvernementaux et les infrastructures liées au nucléaire. Les cibles comprenaient Téhéran, Ispahan, Qom, Kermanshah et Karaj. Cette opération a utilisé des missiles américains, des drones et des avions de chasse israéliens, ainsi que
de manière notable, des drones kamikazes à bas coût qui étaient employés au combat. Pour la première fois, l'une des cibles principales était le quartier de la rue Pasteur à Téhéran, où l'ayatollah Ali Khamenei, le deuxième guide suprême de l'Iran, résidait habituellement. Cette zone abrite également le palais présidentiel et le Conseil de sécurité nationale. Les premiers rapports indiquaient qu'au moins 7 missiles avaient frappé la zone, et des responsables américains avaient confirmé que les frappes avaient été coordonnées avec le gouvernement américain. L'armée de l'air israélienne a également annoncé qu'elle avait ciblé 500 sites militaires dans l'ouest et le centre de l'Iran, en se concentrant sur les lancements de missiles et les systèmes de défense aérienne. En utilisant environ 200 avions de chasse, cette opération a marqué la plus grande campagne de frappes aériennes de l'histoire de l'armée de l'air israélienne. Rien que pendant les premières 24 heures, Israël a largué plus de 1200 bombes visant non seulement des sites stratégiques au sol, mais aussi des navires de guerre iraniens. Parmi les armes utilisées figurait le tout nouveau missile balistique lancé depuis les airs, Black Sparrow, qui a été déployé à partir de chasseurs F-15. En plus des frappes aériennes, Israël a mené des cyberattaques coordonnées contre les infrastructures iraniennes, les médias et les applications mobiles, envoyant des messages incitant les citoyens iraniens à se soulever contre leur gouvernement. L'une des applications visées était la populaire application de prière Badi Sabah Calendar qui compte plus de 5 millions de téléchargements. L'application a été piratée pour envoyer des notifications push en persan, incitant le personnel militaire et les citoyens à faire défection, à déposer les armes et à rejoindre les forces d'opposition. Avec des messages tels que « L'aide est arrivée et il est temps de rendre des comptes ». Après les premières attaques, Israël a déclaré l'état d'urgence en raison des craintes de représailles potentielles de l'Iran. Des sirènes ont été déclenchées dans tout le pays alors que le gouvernement conseillait aux citoyens de rester dans des zones protégées. Alors que le ministre israélien de la Santé a déplacé les opérations hospitalières sous terre et qu'Israël a exhorté les citoyens iraniens vivant près des sites militaires à évacuer immédiatement. Avertissement, je cite, « Votre présence dans ces zones met votre vie en danger ». Trump a également averti que des vies américaines pourraient être en danger. Plus tard, le 28 février, il a été rapporté que le corps du guide suprême, Ali Khamenei, avait été découvert. Et le lendemain, la télévision d'État iranienne a confirmé son assassinat, déclarant qu'il avait été tué alors qu'il se trouvait dans son bureau. L'épouse de Khamenei, Manchouri Khorjasteh Baghazadeh, est décédée 2 jours plus tard des suites des blessures subies lors de l'attaque. Après que cette première série de frappes ait été considérée comme un succès, le président Trump et Benjamin Netanyahou ont tous deux publié des déclarations vidéo annonçant qu'Israël et les États-Unis avaient lancé des frappes contre l'Iran, afin, je cite, d'éliminer la menace existentielle. À la suite des attaques américaines et israéliennes, l'Iran a lancé une campagne de représailles rapides à travers le Moyen-Orient. Ils ont nommé leur opération de riposte « Vraie promesse ». 4. Quelques heures après les frappes, les forces iraniennes ont lancé des missiles en direction d'Israël, touchant des grandes villes, dont Tel Aviv et Haïfa. Et au cours des jours suivants, plusieurs autres salves de missiles ont été lancées dans le cadre d'un effort de représailles plus large. Bien que les systèmes de défense aérienne israéliens aient intercepté de nombreux missiles, certains ont réussi à frapper des zones urbaines, causant la mort et des blessures parmi les civils. L'offensive bien coordonnée a également visé un ensemble d'installations stratégiquement importantes à travers le golfe Persique, en mettant particulièrement l'accent sur des sites de grande valeur en Israël et une multitude de bases militaires américaines situées en Jordanie, au Koweït, à Bahreïn, au Qatar, en Irak, en Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis. Mais l'assaut iranien ne s'est pas limité à des objectifs militaires. Il s'est également étendu aux infrastructures civiles, telles que les aéroports et les principaux ports maritimes au Koweït, aux Émirats Arabes Unis et à Oman, mettant en danger la sûreté et la sécurité des voyages aériens civils et des opérations maritimes dans toute cette région cruciale.
À Dubaï et à Abu Dhabi, des touristes paniqués se sont précipités pour trouver un abri, alors que des missiles iraniens traversaient la nuit de façon menaçante, cherchant refuge dans des hôtels, des centres commerciaux et des abris souterrains. Ces lieux luxueux ont été transformés en scènes de chaos. En quelques jours, il y a eu une escalade notable et dangereuse lorsque l'Iran a lancé un ultimatum qui a conduit à la fermeture sans précédent du détroit d'Ormuz, un corridor maritime vital responsable d'une part importante des expéditions mondiales de pétrole et de gaz. Cette fermeture a entraîné une perturbation immédiate et généralisée des approvisionnements énergétiques internationaux, provoquant une flambée des prix du pétrole sur le marché mondial et intensifiant les inquiétudes parmi les acteurs économiques du monde entier. À mesure que la crise s'aggravait, le Hezbollah, l'organisation militante basée au Liban, a exprimé sa solidarité avec l'Iran après l'assassinat d'Ali Khamenei. Cette évolution a compliqué une situation régionale déjà instable, introduisant davantage d'acteurs dans le conflit en cours et augmentant le risque d'une guerre plus large à travers le Moyen-Orient. La guerre a déclenché de vives réactions de la part des gouvernements du monde entier, la plupart des pays réagissant avec prudence et appelant à la retenue. Les alliés occidentaux des États-Unis, y compris les pays européens et des partenaires comme le Canada et l'Australie, ont généralement apporté leur soutien. La position américaine et israélienne selon laquelle les activités militaires et nucléaires de l'Iran représentaient une grave menace pour la sécurité internationale. Cependant, même parmi ces pays alliés, les dirigeants ont souligné que le conflit ne devait pas dégénérer en une guerre régionale plus large et ont à plusieurs reprises appelé à des efforts diplomatiques pour stabiliser la situation. Le Premier ministre britannique Sir Keir Starmer, généralement considéré comme un proche allié des États-Unis, a d'abord refusé les demandes américaines d'utiliser des bases militaires britanniques, notamment Diego Garcia et la RAF Fairford, pour les frappes initiales contre l'Iran. Il a déclaré que des avis juridiques indiquaient qu'une action préventive serait probablement considérée comme illégale au regard du droit international. Cependant, il a ensuite autorisé une utilisation défensive limitée de ces bases après que des attaques iraniennes ont menacé des ressortissants britanniques et des alliés au Moyen-Orient. Cette décision a fait l'objet de vives critiques de la part de Donald Trump. À travers l'Europe, la réaction a été plus mitigée et prudente. De nombreux gouvernements européens ont évité de prendre fermement parti pour l'un ou l'autre camp, préférant se concentrer sur la nécessité de la désescalade et des négociations. Les dirigeants européens sont particulièrement préoccupés par les conséquences plus larges du conflit, notamment la perturbation de l'approvisionnement énergétique mondial et la hausse des prix du pétrole, et la possibilité d'une crise humanitaire ou de mouvements de réfugiés si les combats s'étendent à travers le Moyen-Orient. En conséquence, la diplomatie européenne s'est principalement concentrée sur des tentatives d'apaisement des tensions et de réouverture des canaux diplomatiques. La Russie et la Chine ont toutes deux critiqué les attaques contre l'Iran et appelé à un cessez-le-feu immédiat ainsi qu'à un retour aux négociations. Les deux gouvernements soutiennent que les frappes militaires risquent de déstabiliser toute la région et de violer le droit international. Dans le même temps, malgré leur soutien politique à l'Iran, dans les forums internationaux, aucun des deux pays n'a montré de signe d'entrée directe dans le conflit sur le plan militaire. Au lieu de cela, ils se sont concentrés sur des déclarations diplomatiques et des discussions au sein d'organisations internationales telles que les Nations Unies. Au Moyen-Orient, les réactions ont été particulièrement complexes car de nombreux pays craignent d'être directement entraînés dans le conflit. Les États du Golfe comme l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar, le Koweït et Oman ont exprimé une vive inquiétude face à l'escalade car leurs territoires abritent d'importantes infrastructures pétrolières et, dans certains cas, des bases militaires américaines. Ces gouvernements craignent que des représailles de l'Iran puissent viser leur territoire ou perturber les routes maritimes dans le Golfe Persique. D'autres puissances régionales, dont la Turquie et l'Égypte, ont également appelé à la retenue et averti qu'un conflit prolongé pourrait déstabiliser l'ensemble de la région.
Dans l'ensemble, la réaction mondiale à la guerre en Iran a été marquée par des divisions, mais aussi par une inquiétude partagée concernant l'escalade. Et tandis que certains pays soutiennent les États-Unis et Israël, d'autres condamnent les attaques contre l'Iran. Et de nombreux gouvernements tentent de rester neutres tout en encourageant la diplomatie. Quoi qu'il en soit, la priorité internationale dominante a été d'empêcher que le conflit ne s'étende à une guerre régionale ou mondiale beaucoup plus vaste. Les premières 72 heures de cette guerre ont transformé une frappe aérienne surprenante en une guerre régionale impliquant plusieurs pays, avec des échanges de missiles à travers le Moyen-Orient et d'importantes conséquences économiques mondiales. Comme dans de nombreux conflits modernes, la population civile a rapidement ressenti les effets de la guerre. Frappes aériennes, attaques de missiles et perturbations des infrastructures ont créé des risques et des difficultés pour les gens ordinaires, dont certains étaient censés profiter de leurs vacances. En Iran, les frappes initiales ont causé des destructions dans plusieurs régions et des organisations de défense des droits de l'homme ont rapporté que de nombreux civils avaient été tués lors des attaques contre des sites militaires et gouvernementaux. Parmi les incidents qui ont attiré l'attention internationale, il y a eu une frappe qui aurait touché une école de filles dans la ville de Minab, entraînant la mort de nombreux enfants. Cet incident a suscité de vives critiques de la part de plusieurs gouvernements et des appels à une enquête sur les circonstances de l'attaque. Les civils en Israël ont également été exposés au danger à cause des attaques de missiles et de roquettes. Les systèmes d'alerte retentissaient fréquemment dans certaines zones et les habitants devaient se mettre à l'abri lors des frappes. Bien que le système de défense aérienne d'Israël ait intercepté de nombreux projectiles, la menace constante a engendré du stress et de la peur parmi la population. Les personnes vivant près des bases militaires ou des infrastructures stratégiques dans d'autres pays ont également ressenti des inquiétudes similaires. Les communautés proches des bases des États-Unis ou des ports importants craignaient que leurs emplacements ne deviennent des cibles si les combats se poursuivaient. Les effets économiques du conflit ont ajouté une difficulté supplémentaire. Les perturbations des routes maritimes et de la production d'énergie ont entraîné une hausse des prix mondiaux du pétrole et du gaz. Ces changements ont affecté des économies bien au-delà du Moyen-Orient et ont créé de l'incertitude sur les marchés internationaux. Pour les civils de toute la région, la guerre a apporté une combinaison de dangers physiques, de pression économique et d'incertitude quant à l'avenir. En moins d'une semaine, la guerre s'est transformée en un cycle de frappes et de contre-frappes. Les forces israéliennes et américaines ont ciblé les infrastructures militaires iraniennes, tandis que l'Iran a lancé des attaques de missiles et de drones contre des installations israéliennes et militaires dans toute la région. Les analystes militaires ont des avis divergents sur l'équilibre stratégique du conflit. Certains estiment que les frappes initiales ont affaibli des éléments essentiels du système militaire iranien, notamment ses défenses aériennes et les installations liées au programme de missiles et nucléaires. D'autres soutiennent que l'Iran dispose encore d'un arsenal de missiles important et de la capacité de mener des opérations de représailles sur une longue période. Les dirigeants politiques ont également donné des estimations variées sur la durée possible du conflit. Les responsables israéliens suggèrent que la guerre pourrait se poursuivre pendant plusieurs semaines ou mois alors qu'ils poursuivent leurs objectifs militaires. Tandis que les dirigeants iraniens ont exprimé leur détermination à résister aussi longtemps que nécessaire. Les efforts de la diplomatie internationale se poursuivent alors que des gouvernements du monde entier tentent d'empêcher une nouvelle escalade. De nombreux dirigeants craignent que le conflit ne s'aggrave si d'autres pays s'impliquent directement. L'issue finale de la guerre reste incertaine. Les combats ont déjà entraîné des pertes humaines importantes, de vastes destructions d'infrastructures et des perturbations sur les marchés mondiaux et la situation évolue chaque jour. La guerre d'Iran de 2026 est actuellement l'un des conflits les plus importants de la décennie et ses répercussions devraient affecter le Moyen-Orient et au-delà pendant de nombreuses années.
À ce stade, nous ne pouvons qu'observer et spéculer sur les implications futures de ce conflit pour le monde dans son ensemble. Merci d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. Si vous l'avez trouvée informative, n'hésitez pas à laisser un j'aime ou un commentaire ci-dessous. Tout notre contenu, de la recherche et la rédaction du script jusqu'au montage et à la narration, est entièrement réalisé par des humains sans recours à l'IA. Alors, si vous souhaitez soutenir notre chaîne, pensez à vous abonner et à utiliser l'icône de cloche pour recevoir des notifications lorsque la prochaine vidéo de Guerre du Monde sera publiée. Merci d'avoir regardé